Bonjour, on va entamer un nouveau chapitre. C'est le premier chapitre de ce module Introduction aux technologies de l'information. Je suis Sofiane Mhatli, l'instructeur de ce cours, et le titre du chapitre, c'est La présentation des mondes des ordinateurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un ordinateur, de quoi il s'agit, un peu les composants d'un ordinateur. Voilà. Quelles sont les utilités d'un ordinateur, que ce soit dans notre vie quotidienne ou dans notre vie professionnelle. Voilà. Donc, après avoir terminé ce chapitre, vous serez capable du suivant. Vous devez en fait expliquer l'essentiel d'un ordinateur, c'est-à-dire les ordinateurs d'aujourd'hui, bien sûr, et on va vous donner aussi euh, euh, un historique sur les ordinateurs, c'est-à-dire c'est-à-dire les ordinateurs qui sont apparus avant une période de temps, voilà, de 20 30 ans. Donc la période d'apparition des ordinateurs jusqu'à la progression technologique et voilà, jusqu'à les ordinateurs actuels qui sont utilisés dans notre environnement de travail, notre environnement professionnel. Voilà. Donc, on va discuter aussi les façons de l'utilisation des ordinateurs dans notre vie, que ce soit professionnelle ou entreprise. On va définir aussi euh, l'ordinateur, ses composants principaux, les opérations qu'on peut le faire avec cet ordinateur-là, l'évolution informatique, donc on va voir un peu d'historique quand même hein, sur l'évolution informatique. On va voir et on va identifier aussi les principaux parties d'un ordinateur personnel, c'est-à-dire quels sont les composants essentiels d'un ordinateur. Et après, on va voir la couche logicielle, c'est-à-dire que c'est vrai que l'ordinateur actuellement, c'est de hardware, c'est de physique, mais ce hardware-là, ce physique, il doit fonctionner pour interagir avec l'utilisateur final, hein, ce qui est un humain. Et donc, il y a une couche logicielle qu'on doit l'ajouter quelque part. Donc, la couche logicielle peut être faite soit en moyennant, disons, d'un système d'exploitation, c'est le cœur de l'ordinateur, ou à travers, voilà, à travers ce qu'on appelle les programmes ou les logiciels qu'on va l'installer sur ce système d'exploitation. Voilà. Après, on va définir le logiciel, on va le comprendre, bien sûr, son utilité. On va voir aussi euh, les, euh, ce qu'on appelle les différents types, à peu près six types des ordinateurs de base existants. Euh, on va voir aussi, euh, on va voir aussi des explications sur la notion du réseau, sur Internet et le World Wide Web. Voilà. On va entamer aussi une partie sur les pages web, c'est-à-dire comment on peut, c'est quoi une page web, hein. Après, on va voir la navigation dans un site web, comment ça se passe. Un point neuf, c'est discuter l'impact de l'ordinateur dans notre société. Voilà. Ce sont les objectifs en fait de ce cours. Donc, on va voir tous ces objectifs-là durant notre cours. Voilà.
Donc, on passe maintenant au plan du travail. Donc, il va mettre en évidence un aperçu général sur ce cours, les ordinateurs dans notre vie quotidienne, la définition d'un ordinateur et son utilité dans notre environnement de travail, quels sont les besoins qui peuvent, euh, les besoins dans lesquels, ou avec lesquels les ordinateurs ils vont répondre. Est-ce qu'il y a, euh, c'est-à-dire l'utilité de l'ordinateur dans ce qu'on appelle un réseau informatique, la relation entre ordinateur et Internet, et bien sûr l'ordinateur dans notre société. Voilà. On commence avec un aperçu général. Où on va trouver les ordinateurs? Donc, on trouve les ordinateurs partout, hein. Donc, dans les restaurants, dans les magasins, dans les établissements universitaires, hein. Comme nous actuellement, nous sommes connectés sur une réunion à travers le Zoom. Et bien sûr, vous êtes tous avec des ordinateurs ou moyennant des smartphones, peut-être. Et voilà, on utilise aussi les ordinateurs dans les établissements de vente de détail. Voilà. Pourquoi on utilise ces ordinateurs-là? Donc, on va l'utiliser régulièrement, soit pour des utilisations personnelles, locales, ou à travers via Internet. Donc, on utilise via Internet pour obtenir, par exemple, je dois collecter des informations. Par exemple, je dois chercher, j'ai un fichier, ce qu'on appelle un fichier sur mon ordinateur, et je cherche des informations personnelles. Voilà, je fais un sauvegarde de quelques informations, donc je vais chercher localement. Par exemple, je suis enseignant actuellement et j'ai plusieurs cours. Lorsque pour s'organiser, voilà, et pour préparer cette séance, donc je vais chercher le cours adéquat pour bien sûr pour cette classe. Et donc, je dois chercher sur mon PC ou mon laptop les fichiers nécessaires. Voilà, ce sont des informations qui sont sauvegardées à l'intérieur de la machine. Voilà, on peut faire la découverte des divertissements en ligne, c'est-à-dire en moyennant du Internet. Voilà, donc on va se connecter à partir d'un PC ou un laptop. Donc on va se connecter, par exemple, à un jeu en ligne ou autre. Voilà. Je peux aussi acheter des produits et des services. Actuellement, il y a ce qu'on appelle le monde de e-commerce. Voilà, donc la vente en ligne. Et donc, à travers ce monde du commerce, donc je vais se connecter quelque part à des sites web. Voilà, ce sont des pages web hébergées quelque part sur Internet. Et par là, moyennant des cartes bancaires ou autres, hein, donc je peux faire l'acquisition ou l'achat des produits, peut-être des marchandises, peut-être des vêtements, peut-être voilà, des équipements même ou des services. Voilà, donc j'achète par exemple un cours sur Internet. C'est peut-être un produit où j'achète par exemple un service en ligne, par exemple un cours en ligne, voilà, ou une formation en ligne, par exemple. Nous sommes dans le milieu éducatif et donc je dois, par exemple, pour se former autrement, donc dans certains cas, je dois acheter des cours en ligne pour renforcer ma capacité en termes de lecture, en termes des informations collectées, voilà. Donc, je peux aussi communiquer avec des autres. C'est quoi communiquer? C'est-à-dire comme nous, hein, actuellement, nous sommes en communication. Donc, à travers le Zoom, ce qu'on appelle, il y a plusieurs tools là, de communication. Il y a le Teams aussi. Il y a d'autres plans de services de communication, que ce soit en ligne hein, ou même en local. Il y a des moyens, en fait, des logiciels surtout, qui peuvent nous aider à la communication, bien sûr, à travers un PC. Je peux payer aussi des achats. Vous voyez, donc on peut faire des achats.
On peut faire des jouets en ligne. Actuellement, le marché du jouet, vous connaissez, c'est un marché géant dans le monde. Voilà, il y a des sociétés géantes dans l'international, au Japon, aux États-Unis, etc. Et actuellement, les gens, partout hein, dans le monde, on peut faire des jouets en ligne de façon, on peut faire des jeux, c'est-à-dire en monhomme ou en groupe. Peut-être je suis à Tunis, vous êtes au Comoros, donc on peut faire des jeux peut-être en ligne hein, entre les personnes qui sont bien sûr intéressées. Voilà. Actuellement, on peut voir aussi ce qu'on appelle on peut assister à la télévision et des films. Voilà. La télévision, on parle ici, il y a ce qu'on appelle la notion de IPTV. Si vous le connaissez, c'est une télévision IP, voilà, sur Internet. Ou bien sûr des films, hein. Donc, il y a actuellement ce qu'on appelle le vidéo on demand. C'est quoi le vidéo on demand? C'est-à-dire, il y a des sites qui sont développés et hébergés et qui sont destinés au service qu'on appelle streaming, c'est-à-dire le vidéo on demand. Et voilà, donc il y a des hébergements, donc des sites, des films, voilà, des séries, peut-être télévisées, voilà, des séries cartonnées, voilà. Et bien sûr, c'est un moyen d'un achat. Donc on peut faire des films et on peut faire des acquisitions bien déterminées à travers des cartes bancaires, etc. Donc, il y a des plateformes les plus reconnues dans le monde, donc c'est le Netflix. Voilà, donc c'est pour l'acquisition. Comment on va se connecter à ce Netflix-là? C'est un moyen d'un PC, voilà. Ou autre, bien sûr, il y a d'autres moyens, voilà. Les entreprises aussi, elles utilisent également les ordinateurs, voilà, pour bien sûr tenir à jour les dossiers des employés et des clients. Gérer des inventaires. Voilà, donc on a des stocks et ces stocks-là, on doit le comptabiliser chaque fois. Voilà, et donc on va sauvegarder toutes les informations de nos stocks, etc. Dans le monde informatique. On peut gérer les magasins en ligne avec des sites web peut-être. On peut traiter les ventes. Voilà. Donc, comment je peux connaître, par exemple, dans un dépôt bien déterminé, combien de ventes journalières. Par exemple, pendant un mois, je dois calculer combien d'opérations de vente nous avons, combien d'opérations de vente faites, par exemple, dans un store bien déterminé. Voilà. Et on peut le comptabiliser en ligne. On peut contrôler des robots et des machines dans des usines, voilà, avec des ordinateurs bien sûr spécifiques, hein, c'est pas des laptops. Et on peut fournir aux dirigeants des entreprises des informations à jour. Voilà, donc des informations à propos des calculs sur les statistiques de l'entreprise, sur les ventes, voilà, les commandes, les factures, peut-être, voilà, les recettes. Ça dépend des informations demandées. Ici aussi, le gouvernement utilise bien les ordinateurs, voilà, pour soutenir les systèmes de défense de notre nation. Voilà, actuellement, on utilise des systèmes de guerre électronique, on parle là, donc on utilise les systèmes de défense pour l'exploration spatiale. Oui, donc on utilise des machines géantes pour le calcul, voilà. Pour stocker et organiser des informations vitales sur le citoyen. Donc, il y a des calculateurs, on parle dans certains cas, pour tous les citoyens, pour savoir, bien sûr, traiter ces informations, par exemple, dans pour les applications, disons, des caisses, par exemple, des caisses nationales de retraite ou d'autres, hein. Ça dépend de chaque pays, elle a un nommage bien déterminé. Voilà, les recettes publiques, les recettes de finances.
Il y a plein dans la télécommunication, donc il y a plein d'applications et d'utilisation de ces machines géantes ou ces machines standards dans tous les environnements. Voilà, la conclusion, comme vous voyez ici, c'est que les ordinateurs et la technologie informatique de façon générale, ils sont utilisés d'un nombre infini de façons. Donc, il y a plein d'applications où on trouve l'ordinateur dans notre vie quotidienne. Voilà. On passe maintenant à la section ordinateur dans notre vie quotidienne. Donc, la question, c'est que pourquoi se renseigner sur les ordinateurs? Donc, actuellement, auparavant, dans les années 1980, c'est-à-dire un peu d'historique, hein, pour voir un peu, pour rafraîchir la mémoire peut-être. Donc, l'Internet a été réservé principalement pour qui? Donc, dans les années 80, pour les chercheurs et pour les établissements universitaires. Donc, on trouve beaucoup les réseaux, ce qu'on appelle Internet. Et bien sûr, comment on va exploiter ce réseau Internet? C'est en moyennant des PC, des machines. Voilà. Donc voilà, ils sont utilisés principalement par des chercheurs et des scientifiques. Dans des laboratoires, on en parle des laboratoires actuellement, le PEL, si vous le connaissez, les laboratoires d'heures où toutes les technologies sont sorties à partir de ces laboratoires là, les laboratoires Bell aux États-Unis. Voilà, mais vous voyez ici, côté volume. Il est un peu, il est trop volumineux. C'est-à-dire l'ordinateur dans les années 80, il est un peu volumineux et quand même coûteux. Pourquoi? Parce que il est composé par des électroniques. Et l'électronique des choses là-bas, dans les années 80, c'est un peu plus cher, hein. Il est très cher et on n'a pas la technologie pour miniaturiser, bien sûr, les ordinateurs comme maintenant, hein. Et donc, voilà, donc c'est grand et coûteux. Voilà. Pour l'accès aux gens, donc c'est une technologie, dans les années 80, c'est une technologie, les ordinateurs ce sont des technologies qui a un faible degré de pénétration. C'est-à-dire, c'est pas une technologie qu'on peut le trouver partout, hein. C'est un accès limité pour certaines personnes. Voilà. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de connaître ou de savoir comment utiliser ces ordinateurs. Voilà. Et quand même, c'est rare, hein. Donc, puisque les géants, il est grand, et il est coûteux, donc c'est quasiment c'est difficile là, d'avoir un PC à domicile. Voilà. Donc, exemple, là, des ordinateurs des anciens ordinateurs, voilà, la forme. Donc, il y a ce qu'on appelle l'écran. Tout ça, c'est de l'écran. Il y a ce qu'on appelle l'unité centrale. Voilà. Il y a les claviers, c'est-à-dire la source d'entrée des informations à cet ordinateur via un câble bien déterminé, via le souris. Voilà. Et bien sûr, il y a des câbles d'alimentation en back-office ici. Donc, on va voir ce qu'on appelle le cycle, hein. Donc, des ordinateurs des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, les ordinateurs, ils font partie de notre vie quotidienne. Donc, chacun de nous, il va exploiter les ordinateurs d'une façon ou une autre dans sa vie quotidienne. Ils sont même trouvés virtuellement partout. Actuellement, on parle des machines virtuelles, voilà. Et la création du World Wide Web, c'est de Internet. Donc, la base du Internet, c'est quoi? C'est l'ordinateur. S'il n'y a pas d'ordinateur, peut-être il n'y a plus d'Internet à travers le monde, hein.
Donc, suite à l'explosion des ordinateurs et l'exploitation des ordinateurs, il y a l'apparition d'Internet. Vous voyez, l'ordre chronologique, c'est en 1990. Voilà, c'est la suite de cette c'est-à-dire cette expansion du monde d'ordinateur. Et voilà, on a, avec les chercheurs et le développement scientifique, etc., on a trouvé dans un réseau qui s'appelle le réseau Internet. Donc, c'est très important pour vous, voilà, même pour les débutants, c'est de comprendre comment un ordinateur, il faut comprendre l'ordinateur, les composants, etc., et comment ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, les ordinateurs portables et les téléphones portables sont amenés l'informatique personnelle. Voilà, donc c'est pas quelque chose destiné seulement pour la vie professionnelle. Mais voilà, on peut le trouver aussi pour la vie personnelle ou quotidienne, voilà, sans aucun souci. Ils sont très utiles pour plusieurs fins qu'on a déjà vues, on a déjà parlé, à peu près les applications qu'on peut les trouver pour ces différentes machines. Donc, on peut utiliser les ordinateurs portables, les smartphones, les appareils mobiles avec le réseau Internet, voilà, à travers une connexion Internet. Actuellement, tous les métiers utilisent probablement un ordinateur, vous voyez, pour faciliter la tâche de travail. C'est pour à peu près, c'est pour l'automatisation. Voilà. Par exemple, ici, vous voyez, on a déjà parlé de ça dans les premiers slides. C'est le vidéo on demand, c'est le Netflix, voilà, smartphone. Donc, on trouve aussi les ordinateurs dans notre vie quotidienne, comme exemple, dans la maison. Voilà. Quelle est l'application de l'utilité de l'ordinateur dans la maison? Donc, à travers ou en moyennant d'une connexion Internet, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rechercher des informations, je peux changer des emails. Bon. Et mes emails, c'est qui entre, par exemple, entre la famille, ou par exemple, je change les emails entre l'enseignant et ses étudiants. Voilà, c'est un exemple d'utilisation. Ou entre l'enseignant et ses collègues, d'autres enseignants, ou dans les membres de l'équipe. Et nous sommes tous à la maison, voilà. Faire des achats, on a parlé de ça. Faire des achats, des acquisitions sur Internet. Regarder des télévisions et des vidéos online, c'est en ligne, tout ça. Je peux télécharger des musiques, des films, voilà. Rechercher des produits, par exemple. Payer des factures. Voilà, vous avez des factures actuellement d'électricité, de télécommunications, voilà. Il y a plein de factures actuellement dans notre vie quotidienne, ou même les factures mensuelles. Voilà. Ou je peux gérer, par exemple, mes comptes bancaires. Actuellement, en moyennant d'un site web en ligne, on appelle ça un site web, ou une application web. Donc, j'ouvre, par exemple, un compte bancaire. Je dépose une demande d'ouverture d'un compte bancaire. Je peux consulter le solde de mon compte bancaire facilement en quelques clics. Je peux aussi faire un check euh, des nouvelles, des météos. Voilà. Je peux sauvegarder et organiser mes photos numériques. Voilà, peut-être des photos personnelles ou des photos de travail. Je peux faire des jouets en ligne, faire des plans de vacances, faire des tâches liées au travail. Voilà. Actuellement, vu le Covid, etc., tout le monde travaille beaucoup en remote, hein. Et donc, on fait des tâches liées au travail chez nous. Voilà. Donc ici, même cette technologie informatique, elle permet
également d'avoir des appareils intelligents, comme par exemple, les appareils électroménagers. On parle aussi de quoi? Des maisons intelligentes, ou ce qu'on appelle il s'appelle le domotique. Voilà, un maison intelligent, il y a des capteurs, on traite les informations de ces capteurs, etc. De façon que notre maison, elle est intelligente. Voilà, c'est pour éviter les gaspillages d'électricité, voilà, les fuites du gaz, les fuites de l'eau, etc. Voilà. On peut utiliser aussi ces ordinateurs dans le monde de divertissement. Voilà. Pour, comme étant une référence. Voilà. On peut, bien sûr, euh, améliorer la productivité de nos équipes. Voilà. Il y a des tâches qu'on peut les faire manuellement, mais il y a des tâches qu'on a besoin de le faire via une machine, hein. Et c'est très important. Voilà. Quelques applications dans l'éducation. Donc, vous connaissez, bon, la jeunesse, c'est une génération informatique actuellement. Dans les laboratoires, on utilise souvent les laboratoires informatiques. Il y a les salles de classe aussi. On a des portables, des PC. On a des points d'accès sans fil dans les campus. Et à travers ces points d'accès sans fil, je peux se connecter à travers mon ordinateur, voilà, pour accéder à Internet. On peut faire, voilà, de l'apprentissage à distance, voilà, en ligne, comme notre cours, vous voyez. Par exemple, c'est des militaires qui sont enseignés en tout, en ligne, c'est en remote. On peut utiliser aussi les ordinateurs dans le travail. L'idée, c'est pour la prise de décision, pour améliorer la productivité, pour l'authentification. Voilà. Donc, ici, par exemple, les gens, ils vont faire de l'authentification. Si qu'ils sont valides dès qu'ils fait un pass directement à la porte ou d'autres hein, vers l'entreprise, sinon il sera bloqué. Il ne peut pas entrer dans l'entreprise, hein. C'est l'authentification, c'est la sécurité. On peut faire des communications hors site. Voilà. Je peux utiliser les ordinateurs en déplacement. Voilà, par exemple, ici, un exemple de système de commande iPad pour restaurant. Donc, un restaurant, il a son menu sur un iPad. Il y a des kiosques consommateurs. Il y a des systèmes d'authentification des consommateurs. Voilà, il y a des appareils portables. Il y a aussi des systèmes de bornes. Vous voyez, des bornes de paiement. Voilà. On passe maintenant à une deuxième partie, hein. C'est dans le vif du sujet. C'est quoi l'ordinateur et à quoi sert? Voilà. Ici, donc à travers un ordinateur, je peux faire une opération mathématique simple. Donc en entrée, j'ai du chiffre ou de nombres 2 et 5. Et voilà, l'opération de traitement, c'est par exemple, je vais faire la somme entre 2 et 5. Et le résultat, il va m'afficher, c'est le 7. Voilà. Et donc, ce 7-là, on va le sauvegarder où? Il y a un disque à l'intérieur pour le sauvegarde. Et comme vous voyez ici, il y a des entrées à travers quoi? À travers ce panneau-là, on appelle ça le clavier. Ici, c'est l'écran, l'ordinateur, et voilà. Il y aura du traitement et il va m'afficher la sortie. Il va m'afficher la sortie où? Le 7 ici, sur cet écran. Vous voyez? Et bien sûr, ce 7-là, je peux le sauvegarder quelque part.
Et voilà, donc on a vu ici, comme une petite introduction, les éléments d'entrée, les éléments de sortie et les éléments de sauvegarde d'un ordinateur. Donc, un utilisateur, il peut entrer des données dans un ordinateur, mais qu'est-ce qu'il va faire l'ordinateur? Il va les traiter. Voilà, voilà. Donc, c'est quoi quelques exemples des données informatiques? Par exemple, les mots d'une lettre à un ami, les images d'un photographe, les notes d'une chanson, les faits stockés dans une fiche de l'employé. Voilà, tout ça, ce sont des données qu'on peut l'informatiser comme. Un peu d'historique sur les ordinateurs. Voilà. Donc ici, à peu près le boom des ordinateurs jusqu'à il y a des manips ou des démos, ce qu'on appelle les pré-ordinateurs dans les années 46, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Après, il y a les premières générations, voilà, dans les années 57, puis les ordinateurs de deuxième génération dans les années 58, et voilà, les ordinateurs de troisième génération dans les années 64 jusqu'à 70, et après les ordinateurs aussi de la quatrième génération, voilà, dans les années 64-70, et dans la cinquième génération jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, exemple, vous voyez ici des exemples des ordinateurs avec même des opératrices, on appelle ça, ce sont des opératrices. Voilà, des exemples qui sont un peu géants. D'autres exemples, voilà, d'autres exemples. Mais même ici, au niveau caractéristiques techniques, c'est un peu par rapport aux ordinateurs actuels, les caractéristiques techniques déjà minimales. Voilà. Par exemple, si on compare, voilà, vous pouvez comparer le volume, vous pouvez comparer même les caractéristiques techniques en termes du RAM, du CPU, voilà, du design, etc. On passe maintenant à la partie matérielle. Il y a des dispositifs d'entrée, des dispositifs de traitement, des dispositifs de sortie, des périphériques de stockage, des appareils de communication. Et voilà, tout ça, ce sont les éléments matériels de votre machine. Voilà, un format éclaté, disons, d'un PC. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On a une unité centrale. Ici, on appelle ça l'unité centrale. Voilà. Dans cette unité centrale, on a un disque dur. Le disque dur, c'est le moyen de sauvegarde des informations de tout l'ordinateur dans ce disque dur. Voilà. Même le système d'exploitation, ce qu'on voit ici, c'est déjà sauvegardé quelque part dans un disque dur. Voilà. Il y a un lecteur DVD, c'est comme étant l'entrée. Un lecteur DVD, c'est-à-dire je vais mettre un CD ou un DVD en entrée ici, c'est glissant, voilà. Et je vais mettre ce CD-là, voilà, ce sont ces disques-là, disque CD ou DVD, en input. Et donc, je peux utiliser celui-ci, c'est comme entrée ou sortie. Soit j'ai par exemple un film ici, je vais le mettre en entrée et je peux le lire ici. Soit j'ai des informations quelque part et je vais le graver. On parle de graveur. Et donc, il faut le graver quelque part. Voilà. Comme dispositif aussi d'entrée, on peut utiliser des microphones. Voilà. Pour entrer du voix. On peut utiliser aussi le clavier. Voilà. C'est un dispositif d'entrée. Je peux utiliser
le souris. C'est un dispositif pour la sélection, surtout pour la facilité de sélection. On utilise le souris, voilà, c'est d'entrée. Il y a aussi le port USB. Ce sont des moyens de connexion. Par exemple, ici, le port USB, tu peux l'utiliser que ce soit en entrée ou en sortie, ça dépend. Parce que il va se connecter à une clé USB. Vous voyez ce clé-là, il va être s'interconnecter ici. Et bien sûr, soit j'injecte des informations à l'ordinateur, soit je vais sauvegarder des informations de l'ordinateur sur ce clé-là, et je peux, par exemple, le mettre sur un deuxième ou troisième ordinateur. Pardon. Je peux aussi utiliser un routeur Wi-Fi. Vous voyez, un routeur, un modem Wi-Fi qui peut se connecter à cette machine. Mais bien sûr, il y a un moyen Wi-Fi quelque part, hein. Généralement, en back-office, il y a ce qu'on appelle une antenne Wi-Fi qui va vous aider à la connexion. Il y a pour le dispositif de sortie, il y a aussi les haut-parleurs. Vous voyez ça, les haut-parleurs. Voilà, donc il y a l'écran aussi, c'est pour l'affichage. Voilà. Il y a aussi l'imprimante, c'est pour imprimer des documents à partir de cette machine sur un papier ou des papiers. Et bien sûr, je peux utiliser ce qu'on appelle les cartes mémoire. Voilà, c'est comme étant un dispositif d'entrée dans ce machine-là. Et donc, comme ça, on a expliqué à peu près tous les dispositifs d'entrée, les dispositifs de traitement, c'est l'unité centrale, les dispositifs de sortie, voilà, les périphériques de stockage. Celui-ci, c'est de stockage, celui-ci, c'est de stockage, le CD-DVD, c'est de stockage, et les appareils de communication, que ce soit microphone ou haut-parleur. Voilà. On passe maintenant à la partie logicielle. Il y a les systèmes logiciels et on a, voilà, exemple des systèmes logiciels, ce sont des applications. Voilà, c'est un logiciel qu'on peut soit l'installer de façon gratuite ou de façon payante. Ça dépend, hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a développé le logiciel. Pourquoi? Il y a quand même une raison commerciale quand même. Et voilà, donc ici, il y a, par exemple, sur le système. Bon, ici, c'est le logiciel système c'est par défaut, hein, c'est le système d'exploitation. On trouve des icônes comme ça, on trouve des fenêtres, des barres d'outils, et tout ça, c'est pour faciliter l'interaction entre l'utilisateur et la machine, hein. Donc, ce sont des moyens pour faciliter l'organisation des fichiers, des dossiers, etc. Et il va faciliter la vie de l'utilisateur, en fait. Voilà, par exemple, ici, lecteur des images, il y a des boîtes de dialogue, il y a un bouton de taille. Vous voyez ici, les boutons de taille, il y a le moins pour réduire ça. Le croix ici, c'est pour fermer. Et il y a un carré ici, c'est pour agrandir. Voilà. Il y a bureau, Windows. Il y a les barres de tâches en bas pour voir le temps. Voilà, l'alimentation. Si on a du flash, un support externe. Voilà. Il y a des programmes épinglés ici. Bouton de barre de tâches. Et zone de notification qu'on peut le trouver aussi sur le système. Concernant l'application logicielle, voilà, ici c'est le logiciel. Vous connaissez le Word, c'est le pack Office de Microsoft. Voilà, il y a lecteur audio, il y a le web, c'est le navigateur ici, ou le browser on appelle ça. Il y a la messagerie, le Outlook. C'est une application pour faire quoi? C'est pour faire ce qu'on appelle euh, l'interaction avec de la messagerie. Voilà.
Voilà, dans cette partie, on va voir les utilisateurs des ordinateurs, que ce soit en standalone ou des ordinateurs dans un environnement professionnel. Voilà. Donc, on distingue les utilisateurs dans des ordinateurs. Ce sont les personnes qui utilisent les ordinateurs. Donc, certainement, un ordinateur doit être exploité par un utilisateur. C'est un humain, en fait, qui va effectuer des tâches. Voilà, soit de saisir, par exemple, il va faire le saisie d'un texte ou il va développer quelque chose sur une application ou il va installer, par exemple, une nouvelle application ou il va, par exemple, configurer. Voilà, le système d'exploitation est déjà installé, donc on doit faire certainement, dans certains cas, quelques configurations internes. Voilà. Il y a aussi, c'est un utilisateur normal, on parle ici. Voilà. Après, on distingue aussi les utilisateurs professionnels. Ce sont par exemple, on cite les programmeurs. Voilà, les programmeurs, ce sont les gens qui développent des programmes informatiques. Il y a les analystes système ou les administrateurs système. Voilà, un système peut-être. On a déjà vu qu'il y a des machines professionnelles comme les serveurs et il doit être administré, par exemple, par une personne qualifiée. Voilà, qui va faire des tâches d'administration, par exemple, des configurations réseau, des configurations avancées sur le système, gestion des logs, etc. Il y a aussi le personnel d'exploitation informatique. Voilà, l'exploitation informatique, c'est-à-dire le niveau, surtout ce qu'on appelle du support technique. Dans les entreprises, en fait, généralement, on a des techniciens pour le support technique. C'est-à-dire, ce sont les gens qui sont responsables au dérangement. Si on a, par exemple, j'ai des machines utilisées, par exemple, par des gens qui ne sont pas connaisseurs de monde informatique, par exemple des comptables, des financiers, etc. Et donc, tu vas les aider pour faire le dérangement nécessaire, voilà, sur le système d'exploitation ou autre. Il y a aussi le personnel de la sécurité ou les spécialistes de la sécurité. Généralement, on parle des ordinateurs. En fait, dans certains cas, on a besoin. Une fois les machines sont en production, on doit, et surtout dans le domaine réseau, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est d'ajouter une couche de sécurité. Et donc, la sécurité, peut-être ce sont des gens qui vont, par exemple, tester si on a des vulnérabilités, faire des attaques. Et le but ici, c'est de renforcer la sécurité de la machine, voilà, et de réseau de façon générale. Voilà, on passe sur la partie suivante, ce sont les ordinateurs embarqués. Voilà, ce sont les ordinateurs à bord embedded ou embarqués, c'est à bord des voitures, hein. Vous voyez ici, on a une voiture dans laquelle on a un ordinateur qui va faire un calculateur, qui va faire le calcul interne. Exemple, ici on a un Chromecast, c'est équivalent il y a une unité de traitement, c'est ça le embarqué, c'est que il y a une entité de traitement qui est greffée à l'intérieur de l'électronique. C'est voilà, c'est comme ici ou dans une voiture ou d'autres applications. On distingue aussi les appareils mobiles. Vous connaissez les tablettes, les smartphones. Voilà, on l'utilise partout hein, pour les organismes de sécurité ou autres. On distingue aussi pour les ordinateurs personnels et dans les PC. Et pour les ordinateurs personnels, on a plusieurs types, hein. Donc, on distingue premièrement les ordinateurs du bureau. Vous voyez, donc, un ordinateur de bureau qu'on a déjà vu dans les slides. C'est une unité centrale, voilà, avec bien sûr un écran, c'est pour un écran pour l'affichage, le clavier, voilà, le souris, la sélection, etc.
un câble pour ce clavier-là, l'alimentation, etc. Et un câblage pour l'écran quelque part. Voilà, d'autres formes, hein, parce que sur le marché, on trouve plusieurs formes. Voilà, c'est ici l'unité centrale, vous voyez, que cette unité centrale, il est, c'est-à-dire l'unité centrale et l'écran, ils sont sur la même forme. Voilà. Tout ça, c'est une unité centrale et un écran. Peut-être dans certains cas, il est limité dans les caractéristiques techniques, il est tactile, etc. C'est de Windows ici installé. Et là, comme vous voyez, il y a les ports. Donc les ports USB, HDMI ou autre, voilà. Un support, voilà. Et bien sûr, votre clavier et souris. Le deuxième type, c'est les ordinateurs portables. Donc voilà un exemple d'ordinateur portable. Bon, ici, on a un système d'exploitation, comme vous voyez ici, c'est de Ubuntu. C'est clair, hein. C'est l'environnement Ubuntu, c'est très simple à distinguer. Il y a celui de Windows, voilà. C'est pliable. Vous voyez que la machine elle est pliable. Il y a un simple écran, donc il y a un système d'exploitation installé. Et le troisième type, c'est les clients légers et appareils Internet. Voilà, donc ce sont des machines pour le calcul, là. Voilà, d'autres exemples. Et voilà un autre exemple. C'est pour comme étant des calculateurs légers. Voilà, pour des appareils pour Internet. En outre, donc ici, on distingue les PC personnels. Comme vous voyez, ce sont des PC utilisés par pas mal de gens, peut-être même nous, si nous sommes des utilisateurs normaux, donc on peut les utiliser facilement. Mais il y a un autre type qui s'appelle les serveurs. Les serveurs ici, euh, donc c'est un ordinateur, voilà, qu'on va l'utiliser pour héberger généralement des programmes et des données pour un réseau. Voilà. Donc, par exemple, un serveur web. On parle d'un serveur web. On parle de serveur de messagerie. C'est-à-dire, le serveur, c'est quelque chose, c'est une machine, en fait, dans laquelle on a un système d'exploitation. Et sur ce système d'exploitation, on va configurer une application bien déterminée, que ce soit web ou autre, et pour servir la population dans ce réseau. Voilà. Donc ici, c'est obligatoire d'avoir un réseau. Voilà. Donc, exemple ici, voilà, vous avez un serveur. Ah, dans le domaine santé, peut-être vous avez une application centralisée utilisée par les personnels du clinique. Il y a aussi les ordinateurs centraux. C'est souvent des machines puissantes utilisées par de nombreuses grandes organisations qui doivent être gérées des données, comment dirais-je, centralisées. C'est-à-dire, par exemple, dans les hôpitaux, on a plusieurs patients, plusieurs services, etc. Et donc, il y a des historiques. On doit centraliser toutes les informations. On appelle ça les centrales de données ou des ordinateurs centrales. Ou généralement, ce sont des data centers, les centres de données. On appelle ça les centres de données. Mais le mot adéquat, c'est un mot en anglais, si vous le connaissez, c'est le data center. On appelle ça les data centers. Bien sûr, dans les data centers, il y a des architectures bien déterminées, hein. Donc, il y a plusieurs, ça dépend du capacité, ça dépend des tailles, ça dépend du personnel, ça dépend du budget, voilà, de l'entreprise, des applications. Il y a du dimensionnement interne, en fait. Voilà. Donc, ces applications-là ou ces ordinateurs, on peut les utiliser dans les hôpitaux, dans les universités où il y a beaucoup de gens, hein, surtout beaucoup d'étudiants. Il y a des calculateurs pour faire le calcul des notes, etc. Voilà, les grandes entreprises, les banques.
Les bureaux gouvernementaux, voilà. Vous voyez, ce sont des baies. Vous voyez, des baies où l'on trouve. Généralement, qu'est-ce qu'on va trouver ici? C'est pas que seulement les ordinateurs, bien sûr, hein. On va trouver des équipements, des ordinateurs. Quoi d'autre? On va trouver des machines, des serveurs, des systèmes d'exploitation, du routage, du switching, des switchers réseau, de câblage, voilà, des baies de stockage pour le sauvegarde. Vous voyez, on a plusieurs racks. Et bien sûr, il faut une topologie bien déterminée ici, le refroidissement, etc., l'isolation, etc. Voilà ce qu'on appelle aussi un autre type, c'est le support ordinateur. Ce sont les ordinateurs les plus puissants. Et donc, les plus chers, bien sûr, hein. Un ordinateur puissant, c'est bien sûr nécessairement qui a des caractéristiques techniques gigantesques en termes de CPU, processeur, RAM, etc. Et bien sûr, il doit être un peu cher quand même. Bien sûr, puisqu'il a des bonnes caractéristiques techniques, on va exécuter généralement des programmes puissants, mais plus vite, très rapides. Donc, ils sont développés pour répondre aux besoins suivants. Les applications qui nécessitent une vitesse, dans certains cas, on cherche la précision, c'est-à-dire dans le calcul surtout, et des capacités de traitement extraordinaires. Voilà. Ils ont une tendance, comme j'ai dit, ils sont un peu volumineux et contient un grand nombre de processeurs. Voilà. Ce sont des sortes de super ordinateurs, comme vous voyez. Voilà. Actuellement, dans toutes ces parties qu'on a déjà traitées, on a parlé des ordinateurs, les missions de l'ordinateur, l'utilité des ordinateurs, les différents types des ordinateurs, les composants de l'ordinateur. Donc, toujours en stand-alone. Maintenant, on va parler de l'ordinateur dans son environnement. Et donc, on va introduire quoi? On va introduire les réseaux. Voilà. Donc, on va définir qu'est-ce qu'un réseau. Donc, un réseau informatique est, bien sûr que c'est de l'informatique, hein, c'est un ensemble d'ordinateurs. Comme j'ai dit, hein, dans la science de discussion, la première séance, c'est au minimum deux ordinateurs qui sont interconnectés, donc il va former ce qu'on appelle un réseau. Et bien sûr, ici, la définition, c'est qu'un réseau informatique est un ensemble d'ordinateurs et d'autres appareils, bien sûr, connectés ensemble. Voilà, connectés ensemble. Donc ici, jusqu'à maintenant, ici. Donc c'est un ensemble d'ordinateurs, voilà, qui sont interconnectés ensemble via un support bien déterminé, des câbles, un réseau sans fil, etc., pour permettre aux utilisateurs de faire des tâches bien déterminées. Par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent les utiliser? Une fois nous sommes tous connectés, vous pouvez partager du matériel. Voilà, partager entre vous dans l'entreprise peut-être. Des logiciels. Donc, par exemple, je peux partager, j'ai un logiciel sur ma machine et je dois le partager avec tous les étudiants de la classe. Et donc, ici, je fais un share ou un partage. Partage logiciel et de données, par exemple, un fichier qui contient des renseignements, c'est du cours, par exemple. Je dois le partager avec un moyen bien déterminé. Et voilà, donc on peut se communiquer électroniquement. On a déjà parlé de la messagerie électronique, c'est-à-dire à travers email ou comme ça, avec cette application Zoom. On fait un cours en ligne à travers Zoom ou à travers, bon, on va faire des discussions audio, peut-être des discussions vidéo, peut-être des discussions via chat, message. Il y a plein de logiciels pour ce qu'on appelle la collaboration. Voilà, le Zoom, le Teams sont les plus reconnus, hein. Mais il y a d'autres, non nécessairement si vous cherchez, vous allez trouver par exemple le Cisco, il a une solution qui s'appelle Cisco WebEx. Vous voyez, donc il y a plein de services qui sont généralement payantes. Voilà. Mais il y a dans certains cas la version gratuite. Voilà, de ces choses. Voilà, donc ici on a parlé de la partie réseau et
Mais on peut utiliser aussi les réseaux comment? Sans fil publics qui sont disponibles partout, hein. Par exemple, j'utilise le 4G. Vous voyez, c'est un réseau public pour partager la communication Internet. Voilà. Donc, ces réseaux-là, ils offrent un accès à Internet. Donc, les réseaux, à travers les réseaux, je peux accéder à Internet facilement et des capacités de communication entre utilisateurs et smartphones. Donc, on peut faire à travers surtout les réseaux Internet, on peut faire de la discussion. Par exemple, je suis sur Teams, sur le PC, et quelqu'un, un étudiant, peut-être il peut ouvrir, bon, c'est Zoom ici. Donc, je suis sur Zoom sur ma machine locale. Et donc, vous êtes où? Vous êtes peut-être un des candidats, des étudiants. Ils peuvent utiliser quoi? Un terminal. C'est un smartphone avec une application Zoom. Et il peut assister à ce cours. Voilà. Et comme ça, donc, on peut faire la communication bidirectionnelle. C'est pas seulement des PC, des PC et des smartphones. Voilà. Donc, vous voyez, donc, la plupart des ordinateurs se connectent aujourd'hui à un réseau informatique. Voilà un schéma pour vous expliquer, hein. Donc ici, vous voyez, on a un PC, voilà, le PC bureau. Donc ici, le bureau qui va accéder, il va partager, vous voyez, va envoyer des fichiers, vous voyez, files. Files, ce sont des fichiers. Il va les envoyer à une autre machine. Et par exemple, ici, entre cette machine, on va se communiquer à Internet. Vous avez ici le réseau Internet. Donc, je vais envoyer, par exemple, quoi? Un email. C'est-à-dire un email, on a déjà parlé. Un email, il y a plusieurs façons de mettre un email, soit avec le Gmail, avec le Yahoo, il y a d'autres, le Hotmail, le Office 365, etc. Je peux consulter des pages web, vous voyez. Avec cette machine, je peux faire du tirage du papier. C'est une imprimante. Je peux, cette machine, c'est une machine bureau. Donc, elles peuvent, dans un réseau, voilà, c'est un câblage ici. Vous voyez, tout là, il y a un des câblages. Et donc, par exemple, je peux se connecter à travers, avec une machine PC portable. Et voilà, on va faire du partage des fichiers et des emails, de la messagerie. Vous voyez, par exemple, je peux se connecter tout ça en câblage. Je peux se connecter en sans fil à une tablette. Donc, les tablettes, généralement, ce sont des machines sans fil. Il n'y a pas de câblage informatique, câble Ethernet, on appelle ça le câble réseau. On n'a pas même du port, hein, au niveau de ce qu'on appelle ces tablettes-là. On n'a pas de port. Et donc, toujours, on a le réseau sans fil. Et donc, on peut se communiquer. Comme ça, on a un réseau. Vous voyez ici, c'est une machine, deux, trois, quatre, cinq, six machines. Voilà. Il va construire ici un réseau informatique. C'est quoi Internet et le World Wide Web? Donc, le World Wide Web, c'est la référence, c'est référence à une ressource, un ensemble de documents appelés pages web disponibles sur Internet. Ce sont des pages web disponibles sur le réseau euh, Internet. Un site web, c'est quoi? C'est un groupement de pages web qui appartiennent à une personne ou une entreprise. C'est-à-dire, quelqu'un, toujours, s'il y a un site web, bien sûr, à consulter, qui a développé ce site web. Nécessairement, il y a un humain qui va héberger le site, que ce soit peut-être une personne ou par exemple des entreprises. Actuellement, il y a plein d'entreprises, comme vous avez déjà évoqué, le AWS, le Amazon, le Amazon, le store, où il y a le Amazon Web Service. C'est une entreprise, c'est la société Amazon, c'est le Facebook. Donc, il a développé le Facebook, la société actuellement Meta, le LinkedIn, etc. Il y a plein de sociétés qui ont déjà, bien sûr, développé des sites web. Donc,
Généralement, c'est quoi les pages web? Ce sont des pages qui sont stockées sur des ordinateurs. euh, donc, ce sont des fichiers. Et ces fichiers-là, ils sont stockés sur des ordinateurs connectés en permanence à Internet. C'est-à-dire que je vais mettre des fichiers web sur une machine qui est fonctionnelle 24 heures sur 24, hein. Donc, toujours, elle est fonctionnelle. Donc, à tout moment, lorsque je vais se connecter à un tel site web, je trouve le site. Si la machine elle est en panne, donc, je peux, le serveur ou la page web, ça sera éteinte et inaccessible généralement. Voilà. Donc, cette page web, on peut le consulter pas mal de fois, à tout moment, pour pas toute personne disposant d'un ordinateur et une connexion Internet. Et donc, ils sont visualisés à l'aide d'un navigateur web, tel que Internet, Explorer. Voilà, ici, ce sont les navigateurs. J'ai parlé des navigateurs, même dans la science de discussion. Il y a le Internet Explorer de Microsoft, le Chrome de Google, le Safari, le Opera, le Firefox. Actuellement, le Internet Explorer n'est plus supporté et on a le Edge. Microsoft l'a lancé l'Edge. Voilà, exemple de navigateur, hein. Voilà. C'est un navigateur dans lequel je vais taper un- une URL. C'est l'adresse du serveur qu'on va se connecter. URL web, Facebook, LinkedIn, voilà, des sites, hein. On peut regarder des vidéos, on peut regarder des émissions, des télévisions, des films. Je peux chercher des informations, par exemple sur un map bien déterminé. Je peux accéder aux réseaux sociaux. Voilà, je peux faire beaucoup de choses, hein. Donc, pour accéder à un réseau informatique, vous devez utiliser une carte réseau pour connecter votre ordinateur au réseau. Donc, ici, c'est un peu plus technique. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a parlé, c'est que dans un réseau informatique, on a besoin combien de machines? Au moins deux machines. Donc, si ces deux machines, ils sont interconnectés, en moyennant d'une carte, d'un moyen de connexion. Ce moyen de connexion, ça sera soit euh, un câble, c'est un câblage entre les deux machines, ou bien sûr ce qu'on appelle un réseau sans fil. Par exemple, ici, voilà, vous avez ici, voilà, machine 1, vous avez ici la machine 2, et donc, entre les deux, j'ai voilà, un câble de réseau, on appelle ça. Mais ce câble-là, on doit le fixer quelque part ici. On va le fixer ici. Et on va fixer ici, dans un port bien déterminé. Le port ici, on appelle ça ce qu'on appelle le RG45. C'est un port RG45. C'est le standard en fait. Et le câble ici, qu'est-ce qu'on appelle ce câble? On appelle ça le câble Ethernet. Ethernet, comme ça. Voilà, un câble Ethernet. Et donc, là, ce câble-là, ou ce port-là, il est lié à un port Ethernet. Et derrière le port, qu'est-ce qu'on a dans la machine ordinateur? On a ici, voilà, comme ça. On a à l'interne, il y a quoi? Il y a une carte réseau, network card. Vous voyez? Et donc, dans cette partie ici, on a une carte réseau, network card. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes réseau ici, avec ce couleur-là. Et donc, ces cartes réseau, ils sont s'interconnectés avec RJ45. Et vous devez prendre un câble. On va le connecter dans le PC1, dans le PC2. Et comme ça, j'ai fait la liaison physique entre quoi? Entre les deux serveurs. Voilà. Voilà.
Donc aussi, avec certains réseaux informatiques, vous devez fournir des informations de connexion, comme le login et le mot de passe, pour se connecter à un réseau. Par exemple, vous avez, j'ai dit, par exemple, chez vous, par exemple, vous avez une machine et quelque part, vous avez ce qu'on appelle un point d'accès. Vous voyez, le routeur, hein, voilà, qui est collé, par exemple, aux charges ici. Voilà. Et sur le routeur, c'est le routeur comment? C'est un routeur comment? C'est sans fil et comment? Il est câblé. C'est-à-dire que je peux interconnecter un câble ici physique. C'est comme la machine à machine. C'est comme la figure de tout à l'heure. Sinon, j'utilise le sans fil. Et donc, ce sans fil-là, il a quoi? Il a ici, lorsque tu vas acheter ce sans fil-là, il a une carte réseau sans fil. Donc, avec un login, par exemple, elle s'appelle réseau. Par exemple, un opérateur, par exemple, j'ai dit n'importe quoi. Ooredoo, par exemple, j'ai choisi Ooredoo. C'est un opérateur de télécommunication avec un password comme ça. Password. Bon, généralement, c'est donné. X, Y, Z, 25, Z, T, machin. Et donc, pour toi ici, vous devez se connecter à cette machine. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, sur votre machine locale, donc ici, comment on va faire? Hmm, donc, juste un moment. Normalement, vous devez, voilà, il y a une carte sur la machine qui est allumée. Vous devez chercher quelque part, vous devez allumer la carte sans fil sur cette machine et vous cherchez ici, il te donne la liste. Vous voyez la liste. Et après, je vais trouver ce réseau-là au rideau. Et là, je vais taper le password. Il va te donner un champ. Et comme ça, je fais la connexion. Donc, je peux faire la connexion avec un utilisateur et un mot de passe. Voilà. Et donc, après, j'ai besoin d'une connexion Internet pour se connecter directement à Internet. Donc, j'ai besoin d'un navigateur, en fait, un navigateur pour se connecter directement au réseau Internet. Voilà. J'espère que le schéma va vous faciliter cette tâche de compréhension. Voilà. Donc, pour demander une page web ou un site web sur Internet, donc lorsque je vais ouvrir, par exemple, le browser ou le navigateur, je vais taper son adresse Internet. Donc, les types d'adresses Internet les plus courants, donc soit l'adresse IP, c'est-à-dire que chaque site sur Internet, il a quoi? Chaque site existant sur Internet, il a ce qu'on appelle une adresse IP. Et chaque adresse IP, il correspond à quoi? À un nom du domaine. Vous voyez, par exemple, le Google, je tape google.com, par exemple, il correspond à une adresse IP X. Généralement, les utilisateurs, est-ce qu'ils se souviennent de l'adresse IP ou du nom de domaine? Donc, généralement, on peut mémoriser le nom de domaine. Donc, combien d'adresses IP je peux mémoriser? Donc, je ne peux pas mémoriser tout le monde, hein. Donc, nous sommes des humains. Donc, généralement, on mémorise ça, le nom de domaine. Et donc, ce mapping entre le nom de domaine et l'adresse IP, il est géré par ce qu'on appelle un serveur sur le réseau qui s'appelle DNS. C'est quoi le DNS? C'est Domain Name Resolution ou Resolve. En français, c'est Resolve. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce mapping-là, la correspondance entre l'adresse IP et le nom de domaine. Voilà. C'est pour ça, il a évoqué ici l'adresse IP et le nom de domaine.
ou l'URL. Voilà, l'URL, c'est du nom de domaine, en fait. Ou à travers des adresses IP. Voilà. Voilà, on a déjà parlé des adresses IP de nom de domaine. Donc, les adresses IP et le nom de domaine sont uniques. Pourquoi? Parce que les adresses IP, on appelle ça dans le réseau. Voilà, donc on distingue en fait les adresses IP. Donc, on distingue deux types. Il y a les adresses IP publiques et une adresse IP publique, c'est une adresse IP routable sur Internet, c'est-à-dire on peut l'affecter à une machine sur Internet. Et il y a une adresse IP comment? Elle est privée et on appelle ça, c'est une adresse IP privée, c'est non routable sur Internet. Donc, je ne peux pas le donner sur une machine pour Internet. Bon, tout ça, il est jugé par un standard bien déterminé dans ce qu'on appelle, si j'utilise le protocole IPv4. Et donc, j'ai des plages bien déterminées destinées pour le public que je dois utiliser pour les serveurs connectés à Internet. Il y a des plages que je dois l'utiliser en privé. Voilà. Voilà. Exemple. Je te donne un exemple. Donc, cette adresse-là, c'est une adresse publique. Un ordinateur qui héberge les informations disponibles sur Internet a un nom de domaine textuel unique. Unique, c'est-à-dire que si une machine elle est connectée à Internet, toujours l'adresse IP doit être unique. Parce qu'il n'y a pas, sinon il y aura un chevauchement, bien sûr, avec une autre adresse. Et donc, c'est une adresse unique. C'est comme l'adresse du maison. Vous avez euh, une adresse unique. Voilà. Donc ici, c'est une adresse unique partout dans le monde, hein. Et le DNS, je viens d'expliquer sur le schéma du dernier slide. Donc, le domaine ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va identifier l'organisation. Généralement, par exemple, lorsque je tape google.fr, voilà, ou .com, derrière le nom Google, il y a une société qui s'appelle Google. Vous voyez? Donc, généralement, le nom de ce site web reflète le nom de la société ou l'organisation qui utilise ce site web. Voilà, donc ici, il y a des noms de domaine, comme on a déjà vu, google.com, c'est généralement ici géré par un standard, ce qu'on appelle le TLD, le premier niveau ici de domaine. .com, c'est pour les entreprises commerciales. Le .edu, c'est pour les établissements des enseignements. C'est comme le site de Mid-Ocean dit. .gov, c'est pour l'organisme gouvernemental. .int pour les organisations internationales. Le .org pour les organisations non commerciales. Le net, c'est pour les fournisseurs de services Internet et autres. Il y a d'autres, bien sûr. .fr pour les entreprises françaises. .tn pour les entreprises tunisiennes. .uk pour les entreprises au Royaume-Uni. C'est un identifiant, c'est comme étant un identifiant pour votre entreprise. Après, on définit le URL. Donc, le URL, c'est le site du site web. Voilà. Donc, il identifie de manière unique une page web spécifique. Donc, lorsque j'écris www.google.fr ou .com, c'est un serveur, c'est une machine unique dans laquelle il y a des pages web bien déterminées. Donc, le protocole ici, ou la norme on va définir le protocole ou la norme pour afficher la page web. Le serveur d'hébergement de la page web, c'est le serveur de stockage, c'est le serveur où il y a le www.google.com et le nom du dossier sur le serveur. Voilà. Généralement, pour un trafic, ce qu'on appelle euh, hypertexte, voilà, on utilise le protocole HTTP. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on va faire? Désolé. Donc, généralement, on écrit comme ça.
Voilà. Donc, on écrit comme ça. Pour naviguer, généralement, la recommandation, c'est de faire HTTP comment? Le S ici, c'est quoi? C'est le HTTP comment? Sécurisé. Deux points, je fais deux slash www et l'URL. Donc, je vais taper le URL. Et donc, ici, c'est quoi? C'est que ce S-là, c'est pour que ce protocole-là, il est sécurisé. C'est-à-dire que lorsque je connecte à ce site web, toutes les informations que je vais le taper sont sécurisées. J'ai aucun souci. Vous voyez? Parce qu'il y a quelque part, il y a un certificat entre qui et qui? Entre le navigateur qu'on va l'utiliser et l'organisme Google, c'est-à-dire connu, c'est-à-dire le navigateur, il vient de connaître la source des données, hein. Et comme ça, j'ai aucun souci si je suis sur le HTTP ou le HTTP. Si je suis tout court sur le HTTP, dans certains cas, il te dit, voilà, il y a un problème sur de sécurité, sur les données qu'on peut le mettre sur le navigateur en cours, hein. Peut-être vous êtes, il y a des soucis de sécurité. Il y a un hacker qui peuvent, parce que ce protocole-là, il est cassable. C'est pas comme le HTTPS. Donc, il y a par exemple un sniffer sur les réseaux. Donc, comment ça se passe les choses? Donc, si nous sommes sur le HTTP, il y a un sniffer sur les réseaux, un hacker. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du sniffing. On appelle ça, comment? C'est le sniffing. C'est l'écoute. Écoute. C'est-à-dire la réduction du trafic. Tout le trafic sur la machine va être véhiculé et on peut reconstituer qu'est-ce que tu vas. Par exemple, cette personne-là, il peut reconstituer votre flux et bien sûr, il peut voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire, hein. Tu navigues sur des sites, etc. Il va voir une duplication des informations. Et donc, c'est préférable toujours, hein, la recommandation d'utiliser des HTTPS. Il y a aussi le file transfer protocol, c'est pour transférer des fichiers, bien sûr, hein. Bien sûr, même il y a le SFTP, on appelle ça le SFTP, le FTP sécurisé, en fait. Voilà, donc ici, donc c'est l'URL, peut-être des serveurs web, des serveurs. Voilà. Comment on peut accéder? C'est à travers https twitter.com et je peux accéder aux fichiers du web de Twitter. Vous voyez ici, parce que il est sur le serveur, donc travaux.html. Mais généralement, c'est sécurisé. C'est sur index.html, c'est le code source de votre application. Et là, qu'est-ce qu'on recommande? Euh, Seulement les développeurs du site web, ils ont accès à ces fichiers-là. Donc l'utilisateur normal, il n'a pas le droit d'accéder parce qu'il peut modifier, vous voyez. Donc on utilise aussi l'adresse mail en utilisant l'Internet pour contacter des personnes en utilisant leur adresse mail. C'est quoi l'adresse mail? Exemple, par exemple, je peux noter, voilà, je dis n'importe quoi, Sofiane, et mon nom utilisateur, Gmail, mais c'est pas mon adresse mon adresse hein, juste effective. Ou par exemple, je tape par exemple sofiane@yahoo.fr ou par exemple sofiane@gmail. C'est pas du Gmail, hotmail.com ou aussi .com, pourquoi le faire par exemple. Voilà. Il y a plein voilà, c'est un email. Et cet email-là, le fournisseur ici, Yahoo, Gmail, Hotmail, va vous donner une interface de connexion avec un login. Et comment? C'est ça le login, plus un mot de passe que tu dois le générer au début. Une fois généré, tu peux entrer dans un portail bien déterminé et tu peux envoyer des emails, etc.
Voilà. Donc, on parle du serveur de messagerie. Voilà, donc c'est l'adresse avec le nom de domaine. Voilà. On peut même se connecter avec l'application, hein, une application sur mobile. Donc, comment on va prononcer les adresses Internet? Il y a le nom de domaine. Vous voyez, par exemple, berkeley.edu, c'est le nom de domaine. Le premier nom de domaine, c'est .edu, puis le berkeley.edu, c'est comme étant un sous-domaine. L'URL, par exemple, c'est ça, c'est une URL Microsoft. Et l'adresse mail, c'est comme ça. On a déjà fait ça, l'adresse. Comment se surfer sur le web? Donc, utiliser des URL, voilà, donc naviguer à travers des îles ou des liens hyperliens, hein. Donc, dans certains cas, vous trouvez des pages web et dans ces pages web, tu trouves des liens. Lorsque tu cliques sur le lien, il va vous surfer vers, va vous transférer vers un autre lien. Et comme ça, on va faire le surf sur le web. Ou bien sûr, c'est le premier cas de figure qu'on utilise généralement pour faire chercher des informations, etc. Dans certains cas, d'autres solutions, c'est utiliser les favoris et l'historique. C'est-à-dire, si j'ai un site fréquent dans lequel j'utilise couramment, et donc je vais le mettre dans mes favoris. C'est-à-dire avec le browser ou avec le navigateur, vais le mettre dans mes favoris ou dans l'historique. Voilà, dans l'historique, c'est-à-dire il y a un historique de favoris des sites qu'on a déjà visités. Et comme ça, je vais aller au historique, chercher le site déjà visité ou les sites déjà, les 5 derniers sites visités hier. Et comme ça, je peux naviguer facilement. Voilà, ici, bouton pour le favori. Vous voyez, on jaune ici, ce bouton-là, pour sauvegarder en son favori. Et donc, on a ici les hyperliens. Voilà, de naviguer d'une page à une autre. Vous voyez, donc tu peux naviguer. Il y a l'adresse ici. Il y a des onglets, c'est-à-dire la première page, la deuxième page, la troisième page, la quatrième page et les barres d'état. Donc, on continue sur la recherche sur le web. Donc, j'ouvre une page. Bien sûr, vous pouvez tester ça hein, donc, sur vos machines. Donc, vous devez ouvrir, par exemple, le Edge. Si vous êtes sur le Windows 10, donc, il y a le navigateur Edge ou de Microsoft. Où vous pouvez télécharger le Google Chrome ou autre. Et donc, vous tapez, vous voyez, le https www.google.com. Et bien sûr, ici, je peux taper, il y a dans ces champs-là, je peux taper, par exemple, un cours sur la technologie de l'information. Donc, il va vous donner une statistique sur combien de cours sur combien de ressources ou de sources d'informations sur la technologie d'information. Et bien sûr, je peux taper des mots-clés et je peux faire des recherches avancées. Et il y a des liens, par exemple, ici sur des images, du YouTube, du news, du Gmail, vous voyez, des drives, des calendriers, etc. Voilà, on a déjà parlé des emails. Voilà l'email. Donc, l'email, il va vous faciliter la communication entre des personnes. Généralement, ce sont des personnes. Hein. Ce n'est pas la machine qui va envoyer automatiquement. Généralement, derrière chaque machine, il y a une personne ici. Donc, il va envoyer avec un portail bien déterminé euh, une information. Voilà. Et donc, je mets à l'expéditeur, je suis ici. Donc, à partir de mon adresse, je vais envoyer à qui? À un expéditeur, c'est-à-dire la personne sur cette machine ou la personne sur cette machine, etc. Et tous ces messages-là, ils sont gérés par quoi? Ils sont gérés par un serveur de messagerie. C'est très important. C'est-à-dire, quelque part, si vous êtes sur le Gmail, c'est-à-dire Google, il a sur son site un serveur de messagerie. Vous voyez ici, un serveur ou des serveurs géants, ce qu'on a déjà vu au début de la science. Donc, les serveurs géants qui vont gérer toute la messagerie partout dans le monde. Hein. Donc, vous avez plein de pays, des millions, des milliards de personnes qui vont utiliser le Google ou le Gmail. Et donc, tout ça est sauvegardé par des limites, bien sûr. Hein. C'est gratuit au niveau Gmail, par exemple.
au niveau Google, mais par exemple, si côté stockage, va te donner un terabit de données, si on, ou 15 gigabits de données, si on a, par exemple, si tu dépasses cette valeur-là, il te dit il faut acheter ou libérer votre boîte à lettres. Voilà. On passe maintenant aux avantages des ordinateurs des sociétés. Donc ici, il y a la capacité avantage d'une société qui est orientée vers l'informatique, c'est-à-dire les sociétés qui utilisent de l'informatique. Donc la capacité, elle a la capacité de concevoir, construire et tester virtuellement de nouveaux bâtiments, voitures et avions. Donc c'est-à-dire l'ordinateur, il va vous aider à la conception, donc rapidité, précision, etc. Il y a des avancées technologiques en médecine, donc on l'utilise généralement dans le diagnostic un peu plus précoce, etc., pour trouver des traitements plus efficaces aux maladies. Voilà. L'avantage aux étudiants, vous voyez, en médecine, par exemple, vous pouvez effectuer des chirurgies virtuelles à l'aide d'un ordinateur, c'est-à-dire un étudiant qui va assister à une chirurgie dans un autre pays, même des chirurgies entre deux cliniques ou deux hôpitaux distants. Il est possible maintenant avec des bons médecins. Il y a la possibilité de faire des achats, des paiements, des factures, de chercher des produits, de participer à des cours en ligne. Voilà, rechercher des grandes quantités d'informations sur Internet. Voilà, il y a plein d'informations qu'on peut le trouver sur Internet. Voilà. Il y a mais, voilà. C'est vrai, on a cité des avantages. Il y a quelques inconvénients, voilà. C'est la sécurité. Il y a toujours des problèmes liés à la sécurité, à la confidentialité des données. Voilà. Par exemple, je cite, votre ordinateur doit être soit peut-être infecté par des programmes malveillants. Par exemple, vous téléchargez un programme pour le tester, peu importe la fonctionnalité. Et si tu télécharges ce programme d'un coin sur Internet, c'est-à-dire la source n'est pas fiable ou n'est pas la bonne source, donc peut-être il y a quelqu'un qui a déjà téléchargé et falsifié ce programme, injecté des bots ou des programmes malveillants, etc. Et il va faire un upload dans un coin sur Internet et après, c'est vous qui va le télécharger sur votre machine. Et bien sûr, tu vas infecter nécessairement votre machine. Il y a des virus informatiques, ce sont des programmes, bien sûr, hein, qui va, par exemple, vous connaissez toujours les virus qui ont des bases de signature, bien sûr. Et donc, on a besoin des antivirus pour bloquer ces virus-là. Donc, ce sont des logiciels malveillants conçus pour modifier le fonctionnement des fichiers, surtout sur les ordinateurs. Et donc, l'idée ici, c'est installer, par exemple, euh, dans certains cas, pour la confidentialité, il y a des logiciels, dans certains cas, qui sont installés, je ne sais pas comment, c'est-à-dire sans votre conscience. Et donc, peut-être, c'est comme étant un agent, va être installé de façon illisible sur votre machine et il va collecter des informations sur les sites visités, sur les mots de passe, etc. Et il va le transférer quelque part sur une autre machine. Et comme ça, c'est de la fuite de données. Donc, ici, quelques recommandations. Vous voyez, par exemple, il dit il faut être, vous devez soyez prudent dans les informations. Il ne faut pas divulguer les informations telles que le nom, le numéro de téléphone, surtout les informations plus sensibles, les cartes crédit. Euh, toujours, il te dit, réfléchissez avant d'envoyer ou poster avec email. Donc, il faut voir, vérifier bien qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Ne spammez pas vos contacts. Actuellement, le spam, c'est quoi? C'est envoyer des emails massivement. C'est-à-dire, il y a des gens qui envoient, voilà. Et à travers ces mails-là,
ils peuvent peut-être, et c'est un spammer. Il te dit, voilà, votre carte bancaire a été expirée et s'il vous plaît, on va corriger, par exemple, votre nom, login et mot de passe LinkedIn a été expiré, le mot de passe, s'il vous plaît, merci de vérifier. On va, par exemple, modifier le mot de passe. Et voilà, il te demande de taper un login et un mot de passe pop, et comme ça, il va vous taper. Voilà, c'est c'est de l'intrusion. Voilà. Donc, généralement, il y a sur les connexions en ligne, il y a de l'anonymat, c'est-à-dire que euh, donc lorsque on va parler, c'est pas comme les classes. Les classes, donc il y a toujours donc, un enseignant, des étudiants qui se connaissent, etc. Mais dans certains cas, il y a des comme le chat, etc. Il y a des anonymats. Et comme ça, tu connais pas, par exemple, quel est votre vis-à-vis. Peut-être une fille, un garçon, avec un nom anonyme. Hein. Voilà, X, Y, Z. Et donc ici, c'est la personne qui utilise l'anonymat, ils sont de la liberté ce qui lui permet de faire ou d'être sentir qu'il est capable de faire n'importe quoi en ligne. Il faut faire attention quand même. Donc, le but, c'est de faire attention à ça. Donc, le web contient une grande quantité d'informations, bien sûr, sur une grande variété de sujets. Et donc, ici, euh, est-ce que les informations sur Internet, est-ce que sont tous des informations fiables? Parce qu'il n'y a pas des informations trompeuses ou biaisées ou fausses. Et donc ici, on dit, il faut faire attention. Ce n'est pas toutes les informations qui sont correctes sur Internet. Donc il y a toujours des sources fiables. Par exemple, comme le Twitter. Toujours, Twitter, c'est un réseau social pour voilà, envoyer des tweets ou des messages courts. Et est-ce que on entend toujours qu'il y a des fake accounts ou des comptes fake sur Twitter. Et comme ça, donc il faut bien sûr, il faut bien ces fake accounts vont publier certainement qu'est-ce que voit des messages fake, c'est-à-dire des informations fausses, des messageries trompeuses, des communications trompeuses. Donc il faut faire attention à ça. Et voilà. Donc nous sommes sur le point de terminer ce chapitre, introduction aux ordinateurs. Donc, on a parlé des ordinateurs, les types d'ordinateurs, les composants de l'ordinateur, l'ordinateur dans le réseau, son utilité, la sécurité, le réseau, voilà, la sécurité réseau, un peu sur les confidentialités des informations et des données véhiculées sur le réseau. Et voilà, j'espère que ce cours il est clair pour vous et à la prochaine. Merci.